Petite minute. Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment parler des sujets sensibles tout en s'amusant. C'est possible. Est-ce que c'est possible? Justement, on reçoit aujourd'hui Valérie Gauthier, professeure à HEC, autrice de Réinventer le dialogue, savoir se relier aussi avec un outil pédagogique que Valérie a créé, le jeu Dialogue avec un G apostrophe. Donc on va parler de ça ce midi. Comme toujours dans Comment parler, une fois par mois, on se retrouve sur l'heure du déjeuner. Vous pouvez être en train de manger un petit sandwich ou une petite pomme ou prendre votre café, peu importe. En tout cas, on vous accompagne avec une discussion, on espère, éclairante sur le thème du dialogue. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour Peter. Merci de vous joindre à moi ce midi. Donc, comme je vous disais, vous êtes professeur à HEC, vous avez euh, à cœur cette question du dialogue, ça je pense qu'on peut le dire assez simplement. Vous avez écrit des livres sur le sujet, vous êtes aussi très investi dans les questions de leadership, et vous avez créé un jeu autour de cette idée du dialogue, ou de comment en tout cas repenser le dialogue à travers une approche pédagogique et ludique. Et j'ai hâte de vous poser plein de questions, évidemment. Mais d'abord, peut-être, moi, ce qui m'intéresse, c'est la genèse de tout ça. Qu'est-ce qui vous amène, vous, aussi sportive d'ailleurs que vous êtes, j'ai lu ça aussi dans votre biographie, que vous êtes une grande sportive. Qu'est-ce qui vous amène, vous, à la question du dialogue dans votre vie, dans votre parcours? Merci Peter pour le sujet et la question. L'origine de dialogue, c'est une méthodologie qui a été développée sur l'expérience de la relation, parce que le cœur pour moi et le moteur de mon travail et de mon énergie depuis 40 ans, c'est la question de la relation humaine. Et à l'origine de dialogue, il y a le savoir relier, donc cette capacité à créer des ponts. Et tout au début, les premières réflexions, articles académiques et travaux de recherche et d'échange, c'était au sein d'HEC, dans un collectif de professeurs, en 1994, donc ça commence vraiment à dater, où l'article Savoir relier faisait état du besoin, de la nécessité dans une école de commerce qui est a priori assez spécialisée, de créer des ponts entre des disciplines, de créer des ponts entre des cultures et d'ouvrir la porte à un dialogue et une façon d'échanger qui soit constructive, quelles que soient nos différences, nos croyances, nos cultures, notre genre, pour pouvoir créer un terrain propice à l'échange et à l'ouverture. Ce qui incluait, dans une école de commerce, d'ouvrir les portes de la philosophie, de la poésie. Et incidemment, mon premier cours à HEC était un cours de poésie américaine. Hmm. Comme quoi, on peut imaginer qu'on est loin du management et du business et de la compta et de la finance. Et pourtant, à travers la poésie américaine, il y avait ce pont qui se créait à la fois de culture, de langage et de gestion de la complexité, qui paraît pas évident au départ, mais quand on va chercher, quand on va creuser, et quand on tire ce fil et qu'on tisse ce lien, eh bien, on arrive à créer des ponts qui sont extrêmement conducteurs de valeurs, de partage et Hmm. d'échanges. Ça, c'est l'origine de dialogue, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, ça part de ce constat que dans un contexte d'apprentissage, on a vraiment ce besoin d'aller créer des liens entre des personnes qui ont des environs différents, des avis différents, peut-être aussi des sujets d'études différents. Et j'imagine aussi la richesse que du coup ces liens créent et permettent, quoi, cette richesse de réflexion, de remise en question. Euh, J'aime bien poser aussi une question peut-être un petit peu plus personnelle, c'est et vous, votre relation au dialogue, enfin, qu'est-ce qui vous amène à ce sujet-là en particulier? Est-ce que c'est vraiment juste ce contexte d'apprentissage, ou est-ce que vous avez, vous, personnellement, un lien aussi avec cette question, ou c'est voilà, c'est vraiment dans le contexte professionnel que ça s'est forgé? Euh, alors, vous touchez à un sujet important et j'ai pu en parler, mais assez rarement en fait, parce que j'aime pas du tout parler de moi. Mais c'est vrai que quand j'ai pris du recul moi-même sur le sujet et par rapport à d'où ça vient tout ça, j'ai dans mon enfance eu une situation qui est finalement très banale aujourd'hui. Mes parents ont divorcé, sauf que c'était en 1973, donc à l'époque c'était beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui.
Et j'ai vécu ce divorce, le départ de mon père, comme une grosse rupture relationnelle, perte de confiance en l'humain, perte de confiance en les valeurs et les repères que je pouvais avoir construits. J'avais donc 11 ans à l'époque. Et cette question de la rupture de relation et de la perte de confiance, comme j'ai réussi à le dépasser en reconstruisant des relations et en ayant un tissu relationnel élargi, finalement très ouvert avec d'autres personnes, l'histoire a voulu que 4 ans après avoir rompu de mon côté avec mon père et refusé à le voir, je l'ai de nouveau rencontré et je l'ai remercié d'être parti. C'est un peu paradoxal et un peu fou sans doute, mais parce que en fait son départ m'avait permis de poser cette question de la relation et d'aller chercher ailleurs, en dehors du cercle familial, des relations avec d'autres personnes externes et extérieures, notamment dans le sport, à travers des coachs et des entraîneurs des différents sports que je pratiquais, et qui m'ont permis de m'enrichir, de me nourrir et d'avoir cette approche ouverte justement de la relation, qui a conduit toute ma vie et toute ma carrière sur cette passion que j'ai pour accompagner les individus, les leaders en management et en leadership, puisque c'est mon métier, mais aussi bien plus tôt donnant des cours de tennis à des enfants ou dans une école d'enfants malentendants, travaillant comme éducatrice spécialisée. Donc tous ces métiers-là qui sont les métiers du lien, de tisser ces liens, de tisser ces relations constructives, de mieux-être, ont été portés par, et même mes études, puisque j'ai fait aussi une partie de mes études en psychologie pour mieux comprendre ce qui amenait à cette capacité à créer des liens de confiance en particulier. Merci de nous livrer ça. Je trouve que c'est toujours puissant de voir ces motivations profondes qui sont liées à notre histoire, plus souvent, qui nous emmènent à, malgré nous presque, à porter certains sujets. Et là, on voit dans votre histoire, un peu comme dans les super-héros, vous savez, il y a une histoire, une jeunesse de super-héros ou de super-héroïnes, quelque chose qui leur est arrivé, souvent quelque chose de dramatique d'ailleurs. Et là, vous le sublimez avec ce moment où vous reprenez le lien, où vous recréez ce lien, et un remerciement aussi. Ça, c'est au-delà du pardon, c'est un geste jeune en plus de faire ça. Je trouve que c'est très 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 fort de prendre conscience qu'il y a quelque chose de beau dans ce malheur, dans ce mal-être qui a été, que vous avez vécu. Et ça, c'est déjà, je trouve, une belle porte d'entrée vers la question du dialogue, parce que c'est un peu ça la question du dialogue, je trouve, hein, d'une certaine mesure, c'est aller au-delà de ces différends, de ces désaccords, pour se rendre compte qu'il y a des espaces où on se relie, où on connecte les uns aux autres, et on peut construire ensemble quelque chose d'encore plus beau, encore plus intéressant, pas malgré nos différences, mais parce que nos différences. Mm. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des choses qui me passionne moi le plus, en tout cas, sur la question du dialogue. Et du coup, j'imagine que ça vous a apporté tout le long de votre carrière, comme vous l'avez dit. Vous arrivez à conceptualiser ces questions-là dans le contexte académique. Vous en arrivez à écrire, je crois, un livre, puis un deuxième livre, là, plus récemment publié chez Erol, Réinventer le dialogue. Euh, En quelques mots, quel est votre postulat là-dessus? Quelle est votre thèse dans ce livre? Alors, dans Réinventer le premier livre, en fait, le premier livre, c'est Leading with Sense. C'est un livre que j'ai écrit à une période où j'étais à Boston, au MIT, et qui était plutôt la formalisation de 10 ans d'expérience autour de la notion de relation, sans exactement formaliser la méthodologie. Donc, c'est Leading with Sense, The Intuitive Power of Savoir Relier, qui a été traduit en français et publié chez Erol en 2014 par Le Savoir Relier. Donc ce premier ouvrage, c'était l'articulation et la formalisation de quelque chose qui était expérientiel, qui avait été vécu sur le terrain dans le cadre de 8 années de direction du MBA d'HEC, où j'avais expérimenté beaucoup de choses. Et de ces 2014 à 2024, il y a 10 années à nouveau de mise en pratique dans des contextes très différents de ce savoir relié, et qui exprime un besoin d'élargir la relation de confiance à quelque chose de productif.
C'est-à-dire que la relation en soi n'est pas suffisante, elle passe par un certain nombre d'étapes indispensables qui sont d'ailleurs pas évidentes, notamment la remise en question, parce que pour moi, le préalable à toute évolution personnelle, c'est une capacité à se remettre en question. Donc c'est le soi et soi-même, cette prise de recul et ce questionnement qui nous amène à faire le premier pas, et le premier pas vers l'autre et vers l'ouverture à l'autre qui permet une relation d'ouverture et de compréhension mutuelle. Et si je veux résumer savoir relier et dialogue, c'est accepter cette prise de recul sur soi pour s'ouvrir à l'autre, et en ouvrant cette porte, essayer de construire quelque chose de différent et de nouveau, qui est par définition inconnu. Et c'est ce pas-là qui est très difficile à franchir et que Dialogue permet de franchir aujourd'hui, parce que, et je reprends l'histoire du début, c'est on croit savoir, on croit connaître, on pense qu'on est dans un environnement où on connaît les gens, où on sait, et on a l'impression qu'on maîtrise, etc. Or, la réalité, elle est toute différente, et la réalité, elle est justement qu'on ne sait pas, et d'accepter de ne pas savoir, c'est avoir l'humilité de laisser entrer des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qu'on va essayer de développer. Et c'est dans le essayer de développer avec l'autre, on va construire quelque chose qui nous dépasse, qui nous emmène quelque part qu'on ne maîtrise pas forcément, mais c'est ça justement la beauté de la vie pour moi, c'est de comprendre qu'en ayant cette posture, on va en effet avancer, et on va avancer vers quelque chose qui nous permet de progresser par l'échange avec l'autre, et du coup, plus il est différent, plus on va avancer. Ça, c'est ça le postulat, en fait, si je veux résumer, qui est beaucoup, que j'ai vécu dans l'expérience du MBA en particulier. Plus il y a d'écart entre deux individus, plus il y a d'efforts à faire pour aller vers l'autre, et plus on apprend sur soi en chemin. C'est ça le postulat pour moi du dialogue et du savoir relier. Mais pour y arriver, il faut une posture, il faut un effort, il faut un état d'esprit, il faut une construction. Et pour ça, il faut être accompagné. Et cet accompagnement, c'est le savoir relier pendant très longtemps, et aujourd'hui, c'est dialogue. Très très intéressant, ouais. Je pense que c'est vraiment un sujet, moi, que je trouve d'autant plus passionnant qu'il est à la fois complètement, comment dire, pas intuitif, mais plutôt, il paraît parfaitement raisonné et raisonnable. Ah bah oui, bien sûr. Les différences nous permettent d'explorer des choses et puis de s'ouvrir et de comprendre un nouvel angle, un sujet, et en même temps hyper contre-intuitif quand on est au milieu du sujet, parce que on n'a qu'une envie, c'est souvent de défendre son point de vue, d'annihiler les points de vue adverses qui nous dérangent, qui cherchent à nous corrompre. En ce moment, on parle beaucoup de compromission, compromis, compromission, voilà, avec le gouvernement, on entend beaucoup ces mots-là, et on voit toute la difficulté qu'il y a à accepter le dialogue même, même la possibilité d'un dialogue. Moi, c'est quelque Ouais. chose que j'observe beaucoup quand je parle de questions, notamment de qu'est-ce qu'on fait des personnes néo-nazis, qu'est-ce qu'on fait des djihadistes, qu'est-ce qu'on fait des pédophiles, qu'est-ce qu'on fait de toutes les personnes qui ont commis des actes, qui ont des convictions qui nous semblent détestables. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand la réponse est la violence, on peut se poser la question, et qui sommes-nous face à Ouais. ça, face à cette réponse? Et en effet, le Ouais. dialogue paraît lointain dans ces situations-là. Absolument. Le dialogue est lointain. J'ai tendance à opposer conversation, dialogue, dialogue et débat. Dans un débat, on va défendre ses positions, on va combattre l'autre. Donc il y a une forme de combat. Et le combat est utile, hein. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais je pense qu'ils sont différents et complémentaires. Et la particularité du dialogue pour moi, c'est justement de créer un contexte dans lequel on a la possibilité d'être authentique, parce qu'on va être dans un échange qui annihile le jugement. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est toujours le pas le plus complexe, le plus difficile à faire, parce que l'être humain est naturellement dans le jugement. C'est-à-dire un regard, c'est une pensée, c'est une interprétation, et très vite, on est dans le jugement, et ce jugement génère une peur. Et toujours quand on réfléchit à simplement prendre la parole, j'ai peur d'être jugé. Voilà, j'ai peur de parler parce que j'ai peur de ce qu'on va penser de ce que je dis. Ou bien je suis dans la défiance, et donc je vais essayer de convaincre
voire manipuler pour faire passer mon point de vue, quoi qu'il en soit et quelles que soient les personnes autour de moi. Donc ce combat qui est dans le débat, le dialogue arrive à le casser, à le briser, parce que le postulat du dialogue, c'est d'arriver à être authentique, parce que les conditions font qu'on peut être authentique sans crainte, enfin. Et dans le jeu dialogue, c'est ce qu'on a réussi à créer. On a créé un espace-temps dans lequel on peut être soi sans crainte d'être jugé, ce qui est le cœur du savoir relié, puisque le savoir relié en soi, c'est une réflexion sur soi que j'appelle un solo, puis un duo, dans lequel la règle du jeu, c'est je n'ai pas d'intention, je n'ai pas d'attente et je n'aurai pas de jugement dans mon échange. Et ça, c'est des conditions qui sont forcées par le jeu dialogue et par le duo, qui génère une forme de cadre, et ce cadre est rassurant, sécurisant, structurant, et il permet cette prise de parole libre et authentique qui, à partir de cette authenticité, va générer quelque chose de constructif. Au milieu de ça, il y a évidemment l'écoute. Ce que j'appelle la générosité, pour moi, c'est l'écoute et la capacité d'accepter de l'autre, de prendre l'autre là où il est, plutôt que de le mettre là où on a envie qu'il soit. Et ça aussi, ça fait partie, ça participe de cet acte de dialogue qui est extrêmement difficile, mais qui, quand on a acquis les principes du savoir relié, est un vrai jeu, en fait. C'est un vrai plaisir. Ouais, il y a tellement de choses dans ce que vous dites là qui fait écho. Par quel bout le prendre? Je pense que ce qui moi m'intrigue là dans ce que vous dites, en particulier, c'est le lien que je vois tout de suite entre le concept de sécurité psychologique et le cadre que vous proposez dans le jeu, qui est souvent un problème en soi, c'est-à-dire que, je prends des exemples, ça m'arrive d'intervenir sur des formations, par exemple sur le feedback, sur la question du feedback. Et souvent dans ces formations, on nous apprend une méthode pour nous donner un feedback. Et en fait, moi, j'aime pas apprendre l'information dans ce sens-là parce que je trouve que c'est un peu prendre le sujet à l'envers. C'est déjà, est-ce qu'on a créé un cadre de référence dans lequel on peut même en donner et en recevoir? Et la sécurité psychologique, c'est un peu ce cadre des références. Et après, on peut se les donner et recevoir, et même peut-être d'ailleurs le faire d'une manière imprécise, parfois un peu maladroite. Mais comme la sécurité psychologique est présente, on se permet peut-être une plus grande générosité d'interprétation, une plus grande ouverture, etc. Et souvent, ce concept, il a du mal à se traduire dans un cadre très précis, très concret. Et du coup, je suis assez curieux de voir comment vous créez ce cadre dans le jeu de dialogue. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à l'avoir, ce cadre? C'est une excellente question, et avant d'y répondre, je voudrais faire un petit détour sur la notion même de feedback. Parce que feedback, évidemment, c'est un anglicisme, et quand on prend la traduction littérale du mot feedback, il y a feed qui est nourrir, et back qui est en retour. Donc nourrir en retour, ça veut dire qu'il y a un aller, il y a un retour, donc il y a une relation, et la nourriture, c'est quelque chose de vital. Donc cette notion de feedback, pour moi, c'est une notion qui est très galvaudée, qui est très demandée, notamment dans les entreprises, mais pas que. Et je me suis rendu compte en travaillant sur le sujet et en interrogeant des entreprises qui utilisent ou déploient le feedback comme un mode opératoire, qu'en fait, leur feedback, la version du feedback qu'ils utilisent, c'est un jugement. En gros, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jugement, c'est un plus ou un moins. C'est-à-dire, dès que je dis c'est bien, je fais un jugement, je dis que c'est positif, donc j'émets un jugement. Un jugement n'est pas forcément négatif, mais c'est quand même un jugement. Et quand on est dans une logique de jugement, on apporte une opinion et un point de vue qui, pour moi, n'est pas l'essence du feedback. L'essence du feedback, c'est comme un miroir, c'est un partage de regard qui n'est que ça, un regard. Mais s'arrêter au niveau du regard, dès qu'on a dépassé les 2-3 ans, c'est très difficile parce qu'on est dans l'interprétation, on est dans le jugement. Et réapprendre à regarder pour regarder et à traduire son regard par une observation pure, c'est-à-dire voilà ce que je vois un soleil, je vous vois hochant de la tête, ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas un jugement. Et cette capacité à être dans le feedback qui est purement un effet miroir de ce que l'on voit, il apaise l'environnement. Et donc, dans le jeu dialogue, ce qu'on a réussi à faire, c'est
on est parti des émotions parce qu'on ne peut pas dire qu'une émotion est bonne ou mauvaise. Une émotion, c'est un ressenti. Et à partir du moment où on crée un cadre et un jeu à partir des émotions et qu'on crée un processus de jeu et de partage sur ce thème-là, on crée un préambule à la relation qui met de côté la notion de jugement et donc qui va nous permettre de nous écouter et de nous parler simplement en essayant de comprendre sans essayer de juger ou de dire c'est bien ou c'est mal. Et ça, c'est, je pense, la force du jeu qui permet de rentrer déjà dans un espace-temps qui est ludique. Donc, par définition, on va aller jouer et il y a beaucoup de plaisir dans le jeu. Ce plaisir se joint à cette notion de partage et d'ouverture qui crée une ambiance, une atmosphère très riche et propice à cette capacité d'échange qui va nous nourrir, mais nous nourrir en retour, et donc pas dans le jugement, mais dans la construction de quelque chose. Ouais, j'aime beaucoup ce que vous dites. C'est vrai que on voit bien souvent que le feedback, même l'envie d'un feedback, part d'un jugement. C'est d'abord je juge et donc j'ai envie de faire un feedback. Ouais. Et comme on a une aversion à la perte plus forte, ou on a un biais de négativité, c'est plutôt quand ça va pas bien qu'on a envie d'en faire un que quand ça va bien. Donc il y a plein de biais qui s'insèrent dans ces mécaniques-là. Et ensuite, la question fatidique est posée à nous, coachs, formateurs, formatrices, c'est mais je comprends pas quand je juge l'autre et que je l'accuse, etc. Et il m'écoute pas, il change pas. En gros, c'est un peu ça la question, et indirecte. Et du coup, Peter, apprends-nous à faire du feedback, Valérie, apprends-nous à faire du feedback. Et en effet, on passe par une phase de déconstruction. C'est là, alors, on va regarder déjà ce qui se passe en amont. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que tu es bien sûr que ton opinion, là, ton jugement, est ce qui va permettre de nourrir la relation, l'autre, et en retour, qu'est-ce qui, lui ou elle, peut te donner aussi, et comment elle peut te nourrir? Et si toi, t'es pas ouvert à ça, comment peux-tu espérer qu'elle soit ouverte à ça aussi? Et donc, c'est hyper Ouais. intéressant. Et donc, je comprends bien que dans le jeu, on part vraiment de ces trous des émotions qu'on peut assez bien imaginer. On a les émotions primaires, la colère, la joie, le dégoût, je sais plus si c'est une Ouais. émotion primaire, La oui. surprise, La la peur. surprise, la Ouais. peur. Et ensuite, on peut aller en granularité un peu dans les émotions aussi. Et Ouais. l'idée, si je comprends bien du jeu, c'est qu'on va, par cette dynamique de devinette, de devoir deviner, en fait, être obligé d'être dans la curiosité, Ouais. dans un acte de curiosité, plutôt que d'être dans un acte de jugement. Si j'ai bien compris, c'est Exact. un peu ça la dynamique. Ouais. Exactement. Et le déclencheur de tout ça, c'est le narratif. C'est aussi une décomposante à la fois du jeu, mais aussi du dialogue. Le narratif, le storytelling en anglais, qui est une méthode en soi, hein, et le fait d'avoir un narratif cadré, parce qu'en l'occurrence, dans le jeu, il y a 1 minute pour raconter une histoire. Donc, raconter une histoire, c'est très structurant parce qu'une histoire, ça a un début, une fin, ça a une action, ça a des personnages, ça a des odeurs, des images, etc. Donc, le narratif est un déclencheur de partage qui force l'écoute, parce que dans le jeu, quand le narrateur, quand le conteur raconte son histoire, les autres écoutent, et ils ont besoin d'écouter d'autant plus qu'ils vont devoir deviner l'émotion qui est cachée derrière l'histoire. Et donc, ce jeu de devinette, il participe de cette construction d'essayer de comprendre, en sachant qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas sûr exactement de ce que c'est. Hmm. Et donc certains, ils disent, ah bah oui, je sais tout de suite. Et puis quand ils ont leur vote individuel, ils vont voter simultanément et ils sont persuadés d'avoir raison. Donc on en revient à j'ai raison et tu as tort. Alors que ce n'est pas du tout le sujet. C'est ma lecture de ton histoire m'amène vers telle émotion. Et comme il y a un nombre d'émotions qui est assez grand, parce que outre les émotions primaires, il y a évidemment des expressions de ces émotions qui sont beaucoup plus fines. Dans la tristesse, il y a le sentiment de solitude, il y a plein d'expressions de ces émotions qui sont caractérisées de façon plus fine et plus nuancée. Donc chez les tout petits qui vont jouer, on va rester sur les émotions primaires. Puis dès qu'on va mûrir dans la finesse et dans la compréhension des émotions et dans la nuance, on va pouvoir élargir le cercle. Mais le principe reste le même, c'est j'ai raconté une histoire. Mon histoire, elle porte une émotion
dont moi je sais ce qu'elle est, mais vous devez essayer de la trouver. Et c'est à travers la compréhension de l'histoire et donc de moi-même que vous allez pouvoir y arriver. Et ce qui est très intéressant dans le jeu, on en revient à la notion de différence et potentiellement de tension, c'est que lorsque le conteur a fini son histoire et que les joueurs ont 30 secondes pour intuitivement voter pour l'émotion qu'ils pensent être cachée derrière l'histoire, on arrive toujours à des résultats très très divers, Hmm. parfois extrêmement polarisés. L'autre jour, j'ai fait une séance à HEC où sur le plateau, il y avait 4 joueurs qui avaient voté 2 pour tristesse et 2 pour joie sur la même histoire qui avait duré 1 minute. Donc ça situe un peu le niveau de polarisation qu'on peut avoir. Et après, il y a cette nuance. Et pour essayer de comprendre justement, d'arriver à sortir de son choix premier, et deux, de comprendre pourquoi l'autre, il a voté, il a mis une autre émotion, eh bien, il y a un énorme travail sur soi, pour le coup, d'essayer de comprendre d'où vient cette autre version, cette autre interprétation de la même histoire. Hmm. Donc c'est là que le dialogue à proprement parler commence, avec évidemment une phase de questions, parce que le questionnement, ça fait partie du dialogue, d'être capable de poser des questions ouvertes, d'être capable d'entendre les réponses et d'avancer ensemble. Et dans la construction de ce dialogue, c'est toute cette matière première qui va nous permettre à nous de nous construire en dehors de notre vision ou de notre perception individuelle. Ouais, j'apprécie beaucoup le prétexte là, qui est posé. Donc, on voit l'intelligence pédagogique là, derrière ce jeu. Donc, on pose un peu le prétexte. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce que ça élicite derrière, ce que ça crée comme conversation. Et comme vous le dites très bien, on voit la difficulté de sortir dans le jugement quand on va se polariser, même sur ces questions d'interprétation. Euh, c'est le fameux c'est pas ce que tu ressens. Toi, Mm. tu me dis que c'est de la joie, mais c'est pas de la joie, ça. Je dis, bah écoute, c'est ce que je ressens, laisse-moi tranquille, tu vois, laisse-moi ressentir ce que je veux ressentir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on remarque dans les relations humaines très souvent, cette, euh, ce biais de confirmation qui fait qu'on a tout de suite une interprétation intuitive et qu'on a du mal à en sortir et d'être dans l'écoute et dans la curiosité. Et donc, quand on a un cadre qui nous force à être dans cette écoute et cette curiosité, malgré que ça aille à l'encontre de notre intuition, Mm. je trouve ça c'est très intéressant. Ouais. Et c'est un vrai travail en s'amusant. En fait, c'est ça, on observe des situations assez extraordinaires, vraiment d'évolution d'un jeune qui va dire ah, mais moi, si j'avais été lui, j'aurais ressenti ça. Et le Mm. ça, c'est ce pourquoi il ou elle a voté. Et donc, on a une véritable expérience d'empathie qui se réalise dans le jeu. C'est pas une théorie, l'empathie, c'est une pratique. Et ça force l'individu à se mettre vraiment dans le regard de l'autre et essayer de comprendre, bah oui, moi j'aurais vécu ça, mais lui, il l'a vécu autrement. Donc, et on a aussi des situations très, très qui nous apprennent que la relation, notamment dans les familles, parce que le jeu, évidemment, il se joue entre amis, il se joue en famille, comme dans des cercles d'entreprise et dans des équipes. Et en famille, il y a des situations où les parents ont vécu une histoire qui est alors dans le jeu racontée par leur enfant et ils pensent qu'ils savent parce ils connaissent l'histoire, ils ont vu leur enfant, etc. Et en fait, ils découvrent complètement une autre émotion ou un Mm. ressenti qui est aux antipodes de ce que eux pensaient avoir compris. Et ça aussi, c'est intéressant de revisiter certains moments de vie ou certaines histoires, qu'elles soient anecdotiques ou profondes, mais qui révèlent en fait la subjectivité et notre faculté à tirer des conclusions et dire bah oui, je sais ce qu'il ressent, mais en fait, non, allons creuser un petit peu plus. Et c'est ça aussi qui est formidable. Ouais, tout à fait. Et donc, ça attise la curiosité, on va creuser un peu plus, on va se remettre en question nos interprétations des émotions des autres, de leur vécu, et puis en plus, avec la narration, on en apprend sur les uns et les Mm. autres, on, on se comprend un peu mieux. Et ça, je trouve que c'est particulièrement puissant parce que moi, l'un des sujets qui m'intéresse le plus, c'est les thématiques qui nous polarisent. C'est les grands sujets d'actualité, les grands sujets politiques qui ont tendance à nous opposer, à nous empêcher de dialoguer. Et Mm. ce que j'ai remarqué dans mon travail, c'est que là où l'intuition nous pousse à argumenter, ce qui, au final, peut nous permettre
euh, d'accomplir notre objectif qui serait peut-être de convaincre, de persuader, de ramener l'autre à notre cause, c'est plutôt la narration. C'est plutôt de Mm. raconter l'histoire, de raconter le vécu, encore mieux de faire vivre à la Mm. personne quelque chose. Et donc là, on voit potentiellement aussi un outil, en tout cas d'empathie cognitive, de compassion, qui peut générer par la narration. Et d'où vient ma question, c'est du coup, est-ce qu'on peut espérer aborder des sujets difficiles, polarisants, par ce biais, par cette mécanique du jeu qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ouais. Oui, et je reviendrai après sur un point que j'ai pas évoqué, mais qui est important dans cette question qu'on avait avant sur le jugement. Hmm. C'est que dans le jeu, il y a des comportements anti-dialogue qui sont identifiés par des jetons. Donc ça paraît Ah. anecdotique, mais c'est en fait Hmm. très 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 profond dans la progression parce qu'on ne se rend pas compte en fait du jugement qu'on porte ou du fait de couper la parole ou du fait de s'imposer ou d'être parfois même violent dans sa façon d'être à l'autre. Et de vouloir imposer un point de vue plutôt que de partager et de construire et d'accepter de sortir de son propre point de vue. Et du coup, cette notion de comportement, elle est portée par le jeu. Et sur la question de compréhension de l'autre et du point de vue de l'autre, plutôt que de forcer le trait, c'est pas une anecdote parce que c'est quelque chose on a vécu. Et dans cette polarisation de point de vue, on a eu une situation dans une classe de terminale où une des élèves qui était autour de la table avait décidé que son point de vue était le bon. Et donc, elle a forcé, voire poussé, intimidé Hmm. les deux personnes autour du jeu à voter comme elle. Dire, moi, je sais que c'est coupable, l'émotion était coupable. Coupable, c'est sûr, c'est ça. D'ailleurs, elles sont d'accord. Et donc, il y avait Hmm. deux joueuses qui étaient autour qui, un peu timides, se sont laissées intimider. Puis, il y avait un quatrième joueur, autre le compteur, qui, lui, n'était pas d'accord et qui tenait bon. Et donc, il y avait une confrontation pour le coup de point de vue. Il dit non, 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 moi je suis pas d'accord, je reste sur mon idée de départ, où il a peut-être un peu évolué, mais en tout cas, il était contre. Et là, elle s'impose en disant oui, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est la démocratie, 3 contre 1, donc c'est coupable. Et elle prend le pion blanc, qui est ce pion du vote collectif. Donc on passe de l'individu au collectif et elle prend d'autorité ce pion blanc Hmm. et elle le met sur coupable. Et là, donc là, il y a un clash, en fait. Du coup, situation à résoudre. On était plusieurs dans la salle, donc on m'appelle, donc je viens pour arbitrer un petit peu. Ça peut arriver. Et en général, le jeu se joue en autonomie, mais là, il y avait un arbitrage à faire. Donc ça arrive souvent dans les débats ou dans les confrontations. Et en fait, je réexplique la règle du jeu, c'est que pour mettre le pion blanc sur une case, sur une émotion, il faut l'unanimité. Et là, donc là, furieuse, elle réagit assez violemment. Elle dit oh, mais ce jeu, de toute façon, moi, je suis anti-dialogue, donc ça ne m'intéresse pas. Donc là, on avait la boucle qui était J'adore. bouclée. Et on voit bien comment les personnalités, parfois, et peut-être cachant un manque de confiance, parce que c'est aussi souvent ça, hein, une forme d'arrogance ou d'imposer son point de vue, c'est aussi parfois une forme de manque de confiance ou de vouloir forcer la chose. Et ça illustre bien la problématique qu'on a quand on est dans un débat qu'on peut appeler stérile à terme, où le clivage, l'opposition et la volonté de défendre coûte que coûte son point de vue créent des tensions qui ne permettent pas de construire. Et donc, l'idée, c'est pas d'arriver dans des compromis ou des consensus mous, mais c'est que chacun puisse s'y retrouver à la fin. Hmm. Et le jeu est intéressant en ça parce qu'à la fin, moi, je dis toujours, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. On a le droit de ne pas être d'accord. Vous perdez des points dans le jeu, ça fait partie du jeu. La prochaine fois, vous essaierez de construire autrement et d'y arriver en progressant de ce point de vue-là. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. En revanche, d'imposer sa vue, sa loi et de dire c'est comme si c'est moi qui ai raison et toi qui as tort, ça, non. Ça ne fait pas avancer la Hmm. discussion et le débat. Et c'est de ça qu'on a besoin d'arriver à créer, non pas forcément un consensus mou, mais de créer une forme de compromis où chacun est capable de lâcher suffisamment pour aller dans le sens de quelque chose qui va aider et qui va nous faire avancer. Hmm. Ouais, très intéressant. Donc, si je comprends bien, dans la dynamique de jeu, pour être sûr que j'ai bien compris, il y a
ce besoin d'arriver à l'unanimité. Mais s'ils n'arrivent pas à l'unanimité, ils peuvent en gros passer le tour, quoi. Bon, on n'arrive pas à trouver, tant pis. Voilà, le tour Voilà, s'arrête. En fait, on le peut jeu est accepter. timé, il y a maximum 10 minutes par Ouais. tour. Et donc, à la fin des 4 minutes à proprement parler de dialogue, après avoir écouté l'histoire, voté individuellement, posé des questions et réfléchi ensemble, si on n'arrive pas à prendre le pion blanc et à le mettre sur une case commune, qui peut être d'ailleurs une émotion plus générique ou une émotion plus fine, eh bien, le tour s'arrête et simplement les joueurs perdent des points. Mais voilà, on perd des points et puis on va en gagner après et puis on va faire mieux après. C'est justement le stimulus du jeu, c'est puisqu'on a toujours envie de faire mieux et de gagner, c'est de ne pas avoir de jetons anti-dialogue devant soi à la fin d'un tour, d'avoir trouvé ensemble un accord sur une émotion, même si c'est pas la bonne, parce que si c'est pas la bonne, on ne perd pas de points, mais au moins on a fait l'effort de se mettre d'accord. Et ça Super. encourage, c'est une prime en fait au travail de dialogue. Ah, j'aime beaucoup ça. Moi, je crois énormément dans le design qui pousse à certains comportements. Je sais pas si vous êtes aussi fan de Cass Sunstein que moi et d'autres voilà, qui travaillent sur ces questions des nudges et des incitations de manière générale. C'est comment est-ce qu'on construit un système d'incitation qui pousse à des comportements qui sont assez contre-intuitifs. Ouais. Et là, on voit toute l'ingénierie qu'il y a derrière, où on se dit, bon, bah, je veux créer des incitations positives au dialogue, mais je veux pas créer l'incitation au consensus mou. Ça, je veux pas. Mm. Donc, comment je fais Mm. pour contrer cette contre-incitation, quelque part, qui pourrait être évidente si tout était à gagner à se mettre d'accord. Et Ouais. ben, on enlève la perte. Donc, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, certes, on perd des points, mais si on se trompe, on perd pas de points. Mm. Donc, quelque Exactement. part, là, on peut se poser la question, par exemple, de la plausibilité. Ok, c'est Mm. pas mon choix favori, mais c'est plausible. D'accord, je veux bien voter pour, et puis on verra. Si ça se trouve, j'aurais eu Mm. tort, si ça se trouve, j'aurais eu raison. Exactement. Et donc, ça nous engage un peu plus dans cette démarche de réflexion probabiliste, où je hedge un peu mes paris, et ça nous pousse à quand même avancer dans l'intelligence collective de l'échange. Exactement. Ouais. Vous êtes au cœur du sujet. On est dans le sujet d'intelligence collective où l'objectif n'est pas d'avoir tort ou raison. L'objectif est d'avoir fait l'effort et on le dit souvent, hein, le chemin est plus important que le résultat. Et donc, comme il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, il y a une lecture qui collectivement s'est mise d'accord sur un élément. C'est ce travail-là, c'est ce chemin-là qui fait grandir. Et au-delà du jeu, ce qui est vraiment fascinant et qu'on observe dans les tests, parce on fait des tests dans des écoles, on fait des tests dans des entreprises, et dans les tests qu'on fait, on voit que en dehors du jeu, il y a des comportements qui évoluent. Et vous parliez de nudge et en effet de cette capacité à faire évoluer de façon quasi inconsciente après. Un peu mon rêve, ce serait que les personnes qui pratiquent le jeu suffisamment régulièrement en viennent à ne plus se couper la parole de façon intempestive, ce qui devient insupportable dans les débats qu'on peut voir ici ou là, où plus personne ne s'écoute ni ne Hmm. s'entend, et donc c'est insupportable. C'est vraiment ce que je déteste dans les débats qui amènent à ce genre de situation. À ne pas dire oui mais, non mais à tout bout de phrase, parce qu'on sait que c'est des ruptures de dialogue et que ça n'aide pas l'échange constructif. Et donc, toutes ces petites choses-là, que ça devienne une seconde nature. C'est comme on se brosse les dents le matin sans y réfléchir, bah, on a le geste, ou comme on fait du vélo parce qu'on a appris à faire du vélo, bah, c'est quelque chose qui est en soi. Et finalement, l'objectif de dialogue, c'est qu'il y ait une pratique suffisamment régulière pour que ces comportements-là, ils soient ancrés dans les individus et qu'on génère une société plus apaisée. Et cette ambition, on la voit naître dans des moments où des seniors vont jouer avec des enfants et vont recréer un lien d'écoute et de partage, et où l'enfant va, pas que l'enfant, mais même l'adolescent va re-rencontrer un univers qui n'est pas son univers commun et va canaliser son énergie, son attention à l'autre Hmm. et redonner du pouvoir à l'humain et à la relation de façon non plus intempestive et violente, mais de façon productive et constructive.
Et ça, vraiment, ce qui me touche le plus aujourd'hui dans Dialogue, c'est de voir dans les pilotes, et je cite en particulier un lycée, le lycée Marcel Pagnol à Athis-Mons, dans l'Essonne, qui utilise Dialogue depuis plus d'1 an et qui voit une évolution dans les comportements des classes qu'il utilise. Les professeurs le ressentent comme vraiment un objet de progrès, aussi bien pour eux que pour leur relation avec les élèves, que les élèves entre eux. Et ma vocation dans les 10 prochaines années, c'est vraiment de faire en sorte que par l'intermédiaire de ce jeu qui est un outil, qui est un vecteur d'évolution, on puisse générer et fédérer des comportements beaucoup plus à l'écoute et respectueux dans nos sociétés, et donc moins violents. Ouais, c'est un bel objectif et je suis très heureux de voir que on est de plus en plus nombreux. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être parce que je fais aussi le travail d'aller chercher des gens différents sur ces milieux-là, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à travailler dans ce sens, avec chacun nos méthodes, chacun nos approches, et je trouve que c'est vraiment fructueux. Et je reviens juste sur la question de l'intelligence collective parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Parce que souvent, ce qu'on nous oppose quand on est un peu partisan de ce dialogue apaisé, de cette vision inclusive, où on imagine que les différences, différentes perspectives, les désaccords peuvent être très fructueux. Euh, Souvent, ce qu'on nous oppose, c'est bon, j'ai pas le temps, et puis j'ai raison, et de toute manière, les autres, ils connaissent moins bien que moi, ils sont moins experts, etc. Et c'est vrai que je trouve ça important de toujours rappeler que l'intelligence collective, c'est pas juste un mot. C'est une science qui démontre à quel point les humains, quand ils sont en capacité de réflexion en petits groupes, et qu'on les met dans les bonnes conditions de réfléchir, de se poser les bonnes questions, etc., produisent des résultats bien meilleurs que les meilleurs experts des thématiques. Ouais. Ça, c'est essentiel et ça fait partie de la méthode savoir relier dans tous ses composants, les exercices qu'on a développés autour, qu'on appelle CORES, autour de la résilience, CODEV, autour du co-développement, COREL, autour de la raison d'être et d'un partage de raison d'être et de valeurs communes. Tous ces exercices et toutes ces pratiques, elles font état de l'importance de cette intelligence collective accompagnée. Ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Là encore, c'est un travail et qui pour moi se traduit aussi, et c'est relativement récent, mais ça cristallise un élément pour moi clé dans l'évolution si on veut avoir de l'espoir et créer du changement, c'est dans la stratégie d'alliance. Vous parliez d'autres mouvements, personnes, associations et autres qui se déploient. En effet, Dialogue s'associe à d'autres mouvements comme Faire face au harcèlement, par exemple, qui mène une action, plus de 20 000 jeunes sur le terrain qui ont été touchés, ou bien l'École change demain, qui crée un mouvement avec un plaidoyer et une volonté de faire évoluer l'école. Il y a beaucoup d'actions sur le terrain, le projet Imagine, enfin, il y a énormément de pas à pas l'enfant, enfin, je peux en citer beaucoup. Et je pense que si on arrive à se relier, pour le coup, donc créer des coalitions et des alliances de ces mouvements plutôt que de travailler chacun dans son coin, et en alliant nos forces à réussir à produire plus de résultats et plus d'impact, c'est vraiment cette vocation. Et récemment, j'ai eu la chance de prendre la présidence de Join Forces, justement, qui est un mouvement dont la vocation est de financer et d'accompagner des alliances sur des actions sociales et sociétales. Eh bien, je pense vraiment que cette intelligence collective dont vous parlez et dont nous parlons, mise en œuvre dans la pratique du jeu dialogue, doit être à l'échelle plus large des mouvements associatifs qui ont cette vocation à aider un changement de société parce qu'on en a grandement besoin pour lutter contre les violences, pour lutter contre le harcèlement et tous ces sujets qui sont ce que j'appelle, je suis en train d'écrire une tribune sur le commerce de la peur et la façon dont justement cette émotion, la peur, est générative du mal environnant et des violences quasi identitaires que nous vivons. Donc il y a aussi, d'ailleurs j'ai oublié de le citer, mais Égrégore qui fait un gros travail dans ce sens-là sur les violences systémiques et tous ces problèmes d'incapacité à casser le système parce que
la violence est ancrée en fait dans la personne, de la même façon que la peur est ancrée dans l'humain. Donc tout ce travail de fond, il requiert de l'intelligence collective, des coalitions, des alliances, et Dialogue est vraiment sur ce terrain avec cette vocation de fédérer ce changement auquel je crois profondément. Juste pour revenir, Grégor, c'est MacGregor, c'est Non, non, Égrégore, autant pour moi. Ouais, c'est un fonds de Égrégore, ok. dotation avec Guillaume Sotomayor qui a travaillé sur ces sujets de violence systémique Ok. et qui a beaucoup, il y a notamment sur Sismique avec Julien Devorex un gros sujet sur ce thème-là. Et Join Forces, c'est Frédéric Bardot qui a lancé ce fonds de dotation qui permet de financer ces coalitions pour accompagner des mouvements de changement sociétaux. Ok, super. Oui, Joint Forces, ça me disait quelque chose, mais c'est très bien. Ouais. Donc là, on voit vraiment cette dynamique positive qui vise à mettre ensemble ces différents outils, ces différentes approches pour décupler l'impact qu'on peut imaginer. Et notamment, là on parlait un petit peu de la stratégie pédagogique qui a dans le jeu, et peut-être comment est-ce qu'on peut, à plein d'échelles différentes, utiliser ces principes-là pour produire des moments de dialogue. Et on voit bien l'importance du cadre de référence, des incitations qu'il produit, de notre façon qui nous pousse à explorer les questions qu'on veut traiter, donc par la narration, par la curiosité, donc l'intelligence collective. Donc là, on voit bien ces mécaniques de jeu, et on voit aussi que lorsqu'il y a des personnes qui vont aller contre cette dynamique, parce que ça va arriver, parfois ça crée des frustrations, l'intelligence collective, c'est aussi pas évident tout le temps, et de pouvoir proposer un cadre dans lequel ces personnages sont aussi entendus, écoutés, dire bah tu vois cette frustration là que tu as, en soi vous n'êtes pas obligé de vous mettre d'accord, vous pouvez rester dans le désaccord et c'est ok. Certes vous perdrez des Absolument. points, euh, mais peut-être que tu as raison, et donc peut-être que tu n'avais pas totalement tort de rester en désaccord. Tu vois. Donc Absolument. c'est ok C'est le aussi. respect. C'est le mot-clé de la sortie de tout ce chemin, c'est plus de respect, une meilleure compréhension. Et forcément, si on arrive à distiller cette pratique, on va réussir à créer plus de respect, moins d'incivilité. C'est un autre sujet qui est partout avec la violence, les incivilités, on le voit à tous les niveaux, dans le service public, il y a tous les jours des faits divers sur des agents de transport qui sont violentés, des agressions verbales ou physiques ou sexuelles. Enfin, c'est absolument partout. Et ça devient ancré en fait dans les comportements, ça devient presque la norme. Et si on ne change pas dans le fond de l'humain, cette relation à la peur et cette relation à la violence, je pense qu'on aura beaucoup de mal Hmm. à endiguer ce fléau. Et je reviens sur la notion de faire face au harcèlement, parce que on parle de harcèlement scolaire. C'était la journée, le 6 novembre dernier, la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Mais en fait, le harcèlement, il est partout. Il n'est pas que à l'école, il est cyberharcèlement. D'ailleurs, il est accéléré par les écrans, par les réseaux. On est enfermé dans des boucles algorithmiques qui nous entraînent dans une espèce de spirale. Et pour moi, pour contrer ça, c'est pas de dire faisons fi des réseaux, il n'en est pas question, on en a besoin, ils sont extrêmement importants. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en ligne et c'est important de pouvoir rejoindre justement et créer des ponts par les réseaux et par la visio et par tout ce qui nous permet de tisser ces liens à distance. Mais il faut changer les mindsets. Et pour changer les mindsets, il faut travailler sur les comportements. Et pour travailler sur les comportements, il faut créer le cadre et les conditions qui permettent de le faire. Hmm, Et hmm. moi, ce que j'ai trouvé de mieux, et là qui en plus marche parce qu'on a des résultats, c'est le jeu dialogue qui met en scène Hmm. de façon très accessible et ludique et rapide tous ces comportements qui vont changer la donne. Et je voudrais rajouter un point parce que c'est presque émouvant pour moi de voir que aujourd'hui le jeu est même utilisé en pédopsychiatrie dans des hôpitaux
pour aider des jeunes en situation très, très difficile, souvent déscolarisés, confrontés à la violence, et qui arrivent par le jeu à reconnecter avec un monde social, avec d'autres, à prendre la parole, ne serait-ce que ça, à s'exprimer, quel que soit le sujet, d'ailleurs, quelle que soit l'histoire, par le narratif. Et j'en reviens au fait que ce cadre, et je suis en train de l'analyser justement sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce petit narratif d'une minute qui met en situation une forme de partage et de construction commune. De voir que ça touche même des jeunes en grande difficulté, c'est vraiment, vraiment remarquable. Et ça veut dire que c'est vraiment possible. Voilà, c'est pour moi, ça, c'est ce qui me donne l'énergie et l'envie de poursuivre et de continuer au-delà de l'expérimentation et de diffuser très largement la pratique de ce jeu qui est accessible, qui est pour l'instant, alors je sais que c'est une question qui revient beaucoup, on a choisi de ne pas le commercialiser tout de suite parce qu'on voulait faire de l'impact, et cet impact, il se mesure, donc on est en train de prendre la mesure de l'impact dans différents milieux, que ce soit en entreprise, chez des adultes ou dans les écoles. Et c'est à partir de cet impact qu'on va libérer le jeu, on va le rendre accessible. Alors, il est trouvable, mais uniquement sur le site dialogue.ngo et puis Savoir Relier, qui permettent de l'acquérir quand même. Ouais, je montrais tout à l'heure à nos spectateurs le site, donc vous pouvez aller le visiter, évidemment, je vais le remontrer un petit coup rapidement aussi à l'écran. Vous pouvez aller visiter, voir quelles sont les composantes. Je vois aussi qu'on peut devenir Game Master, donc apprendre à faciliter. Absolument. C'est un point dont j'ai pas parlé, mais qui est aussi qui fait partie, je pense, de la réussite sur le terrain. C'est qu'avec le jeu, il y a une application, donc Savoir Relier, qui permet d'être animateur du jeu dialogue en 2 heures avec des vidéos, un entraînement et des quiz pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du jeu pour être animateur. Et Dialogue Master, qui permet de développer un vrai projet pédagogique à partir du jeu et au-delà, pour atteindre des objectifs plus structurants dans la durée en termes à la fois de pédagogie et d'évolution et de développement des personnes. Ouais, très intéressant. Et j'apprécie aussi votre démarche de mesure d'impact, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut m'irriter parfois dans le petit monde associatif et plus largement même de la question du dialogue, c'est qu'il y a beaucoup de praticiens, trop nombreux à mon goût, qui n'ont pas une démarche scientifique, ou en tout cas qui n'ont pas forcément une démarche de mesure, ou qui mesurent d'une manière on va dire, pas très très scientifique, voilà, qui n'est pas forcément dans les règles de l'art. Et on se retrouve, je pense, avec peu d'arguments, du coup, d'éléments à partager lorsqu'il s'agit de questionner l'efficacité de ces méthodes pour un grand acteur public comme l'éducation nationale, quand il ou elle doit considérer des choix. Ils doivent mettre face à face différentes méthodologies. Et en sciences de l'éducation, on a énormément de mal à mesurer l'impact des choses. Donc c'est très satisfaisant de voir des outils dont on peut mesurer un impact, même s'il y a toujours des variables confondantes, mais en tout cas dont on peut mesurer un certain impact avec une forme de différenciation des classes, etc. On Donc, est, on est sur sur plusieurs protocoles. Donc, il y a une partie mise en place pour avoir des variables à évaluer, notamment la cohésion sociale. Mais on a une équipe de chercheurs à HEC et au laboratoire de Berkeley, donc qui sont sur à la fois la question des émotions et comment, à la fois dans la gestion des émotions et dans la compréhension des émotions, le jeu permet d'évoluer et de construire une forme de cohésion sociale et de comportement, plus de confiance aussi, de confiance en soi et de confiance en l'autre, parce que c'est le nerf de la guerre. Et donc ça, c'est la partie évaluation. Et dans la dimension pédopsychiatrie aussi, il y a un groupe de chercheurs, de professeurs qui se penchent sur le sujet. Et donc, sur les 2 protocoles, on récolte des données, on commence à récolter des données. Et pour moi, c'est un préambule. C'est pour ça qu'on a choisi. On aurait pu faire un jeu qu'on mettait en vente sur Amazon. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas difficile. En revanche, d'avoir quelque chose qui a un véritable impact et ensuite
dont on maîtrise justement le pourquoi de l'impact qui nous permet de légitimer sa place dans le monde. Ça n'empêche que c'est un jeu ultra ludique, que j'ai parfois des amis qui se plaignent parce qu'ils ont commencé, ils n'arrivaient pas à s'arrêter, et à 3 heures du matin, ils sont encore en train de jouer. Donc il y a un côté addictif au jeu dialogue, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ils s'en plaignent en rigolant, bien sûr. Et surtout beaucoup de joie. Les vidéos qu'on prend en situation de jeu, c'est des vidéos de joie, de plaisir et de découverte. Donc ça, c'est extraordinaire. Ouais, et en ce qui me concerne, ça sera dans la boîte du Père Noël à Noël, ça j'en suis sûr, parce que j'essaie de collectionner un peu les jeux qui tournent autour de ces thématiques-là. Je suis un aficionado de Loup-garou, un jeu de dialogue qui est beaucoup moins constructif à plein d'égards, tel qu'il est structuré. Mais je trouve ça en tout cas ouais, hyper intéressant. Et puis j'imagine que dans un contexte familial, en plus le fait de rentrer dans la narration, de raconter des histoires, ça Mm. rapproche. Et c'est vrai que la période des fêtes suscite ce besoin parfois, où on ne sait pas trop comment aborder les sujets, on ne sait pas trop comment ne pas juste parler de la pluie et du beau temps ou des nouvelles, tel nouveau job, telle nouvelle école qu'on a rejoint. Et en même temps, quand on aborde des sujets sensibles, eh ben, par définition, ils sont difficiles à discuter. Et là, ça nous permettrait de le faire en toute sérénité et avec plaisir. Donc, je pense que je vais, moi en tout cas, m'en acheter une boîte et je pense Et que ça la serait bonne peut-être une nouvelle, bonne. Peter, c'est Ouais. qu'on fait une promo pour Noël. Donc, Ah, on a des super. promos. Je vous enverrai J'ai pas fait la exprès. petite affiche qu'on a faite pour les fêtes. Génial. Il y en a une pour Black Friday, une pour Noël Ah bah, qui vous donne des bons prix pour avoir ce jeu au pied du sapin. génial. Bah, j'ai hâte de l'avoir et de partager ça parce que je pense que, en toute sincérité, je pense que c'est une bonne idée de cadeau et surtout, moi dans ma famille, on a une tradition, c'est qu'on a toujours un cadeau du Père Noël qui est en fait un cadeau pour toute la famille Collectif. qu'on Mm. ouvre un peu avant les autres cadeaux. Donc nous, Mm. c'est la tradition anglo-saxonne, donc on ouvre les cadeaux le lendemain matin, le 25 matin, Ouais, et le 24 au soir, on ouvre le cadeau collectif. C'est toujours un jeu, en général. ouais. Et du coup, là, bah, ça fera un super cadeau. Alors, du coup, je spoil pour les membres de famille qui écoutent, j'espère qu'ils ne regardent pas. Et je pense que ça sera ça, et ça nous fera jouer. Et je vous ferai un rétex, un retour Avec d'expérience plaisir. de ce Alors, jeu. sachez que Euh, au dos de la boîte, il y a un QR code qui vous permet de nous faire un petit feedback. Ah bah Donc, parfait, c'est du parfait. coup, on est en relation et quand Génial. vous êtes dans l'écosystème du jeu, il y a cette possibilité d'être en lien. Donc, c'est Trop super. bien, c'est Merci, super. Peter. Non, c'est top. Et peut-être pour un petit mot de la fin, extrapoler, sortir un peu du contexte ludo-pédagogique là dont on discute, et puis aussi, bien sûr, hein, de l'impact plus large que ça peut produire. Comme je vous le disais, moi, ce qui me passionne, c'est ces questions qui nous polarisent, qui nous divisent, ces sujets qui viennent nous opposer. On voit aussi les actes qui peuvent nous opposer, le harcèlement, etc., au plan humain. Euh, Si, enfin, au-delà du jeu en lui-même, si vous deviez euh, réinventer quelque part notre capacité à dialoguer sur des sujets difficiles ou à reparler, à renouer des liens là où on se est complètement divisé, qu'est-ce que vous nous proposeriez? Voilà, quelle serait la priorité numéro une, le truc le plus important à faire si dans l'espace médiatique, sur les réseaux sociaux, on était amené à réengager, à améliorer cette qualité de discussion sur des sujets polarisants, qu'est-ce qu'on devrait faire en priorité selon vous? Pour moi, la priorité, c'est d'arriver à se regarder dans le miroir, mais vraiment se regarder, pas pour se maquiller ou se raser mais se regarder dans le miroir et essayer dans ce regard de capter c'est la version du solo juste instantanée, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment et en acceptant dans ce regard de ne pas forcément savoir. Donc c'est un geste et je me regarde dans le miroir ce matin et je passe 30 secondes à essayer pas tous les matins, mais là je vais me poser, je vais regarder, je dis qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens pour poser cette question-là en acceptant de laisser venir sans avoir la réponse avant de poser la question. Hmm. Et je pense que j'en reviens à cette notion de remise en question
qu'on ne fait pas assez. On est le nez dans le guidon. Moi, la première, on avance, on fait, on ne se pose pas. Et donc de prendre un petit temps, et c'est ce que je conseille toujours, en particulier aux dirigeants qui me disent je n'ai pas le temps, de mettre dans leur agenda un créneau au moins hebdomadaire, sinon quotidien, de ne serait-ce que 3 minutes. Et ce créneau, l'intitulé, c'est soi. Et c'est pas juste le bien-être, être bien, mais c'est se poser et se regarder et arriver à avoir cette phase de pause, de Mm. questionnement et de remise en question qui va nous permettre de grandir. C'est vraiment la base. Mm. Mm. Ouais, merci pour ce mot de la fin, ce moment de réflexivité, de ok là je suis où, je suis quoi, je ressens quoi, et qu'est-ce que ça va faire dans ma journée, qu'est-ce que ça va produire dans mes relations Mm. aux autres. Ouais. Hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on sous-estime ça. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime bien dire et que je trouve très contre-intuitif. C'est on sous-estime à quel point les circonstances nous imposent des comportements et des opinions qui, Mm. si on s'autorise à les modifier, et parfois les Mm. circonstances, c'est juste notre état d'âme, hein, c'est juste nous et nous-mêmes, et ben nous produirons des comportements et des opinions différentes. Ouais. Et donc, quand on regarde l'autre et qu'on le juge pour ses opinions, ses actions, on pourrait se dire, bah, peut-être que s'il était amené à des circonstances différentes, il penserait et ferait différemment, et moi pareil. Exact. Et donc, c'est à nous de. Quelque part, on a une responsabilité, on n'a pas une faute, mais on a une responsabilité à Mm. agir sur ces circonstances. Et vous le Mm. faites magnifiquement bien avec ce jeu et plein d'autres choses. J'espère aussi le faire à mon échelle. Et c'était un plaisir de discuter avec vous ce midi, Valérie. J'espère que ça a fait plaisir aussi à nos auditeurs et spectateurs qui nous ont regardés. Je vois déjà des personnes intéressées par le jeu, par le code promo. Donc j'en ferai la publicité si vous m'autorisez à la suite de cet échange. Et au plaisir de se recroiser. Et puis j'ai l'impression que là, on rentre presque dans la période des fêtes, donc allez, je dis bonne fête, même si c'est pas encore le cas. Merci beaucoup Valérie pour ce temps. Merci. Et merci à tout le monde. Un vrai plaisir. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, pardon, et bonne fin de semaine. Merci, Peter.